Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jonathan. Alors, je suis très content de t'avoir depuis le temps que je voulais t'inviter dans ce podcast. Tu es la fondatrice de Madame Benchmark, avec un personnage avec qui tu effectues une veille et des décryptages sur le monde du retail. Et pour moi, tu fais partie des personnalités importantes quand on veut avoir un regard sur l'évolution du secteur. Avant de revenir peut-être plus longuement sur ce que tu fais et ta vision de la grande distribution, en deux mots, comment on peut te présenter ? Alors moi, mon parcours, c'est que je suis née dans une famille qui est dans le commerce depuis 100 ans. Ouais. Mes grands-parents ont développé des magasins qui commercialisaient des produits pour l'agriculture, donc on dirait des jardineries aujourd'hui, et ça a été revendu à gamme vert. Mes autres grands-parents étaient épiciers. Ma tante avait un magasin de prêt-à-porter de luxe à Vichy. Et du coup, j'ai eu la chance de jouer à la marchande toute mon enfance dans ces trois commerces. Alors après, j'ai fait une école de commerce en toute logique et j'ai fait mes armes dans l'agroalimentaire en tant que chef de produit chez Vendemortel, puis ensuite chez Nestlé. Ok. Exactement, chez Chambourcy, je m'occupais des desserts, comme je suis très gourmande. Et avec mes amis chefs de produit, on avait fondé le CAM, le club des adorateurs de Maro Suisse, que je suis toujours. Et après, j'ai choisi ce que je préférais faire, c'est-à-dire le marketing opérationnel. J'ai fait 10 ans d'agence chez Macao, McCann. J'ai repris mes études parce que je me disais, oula, il y a Internet qui arrive et il faut quand même que je sache à peu près ce qui se passe. Et j'ai fait un DESS, on dirait un Master 2 aujourd'hui, au CELSA, pour apprendre à communiquer via Internet. Ensuite, j'ai travaillé en mission chez Laser, chez Monoprix. Et puis, j'ai passé 15 ans après dans une société qui s'est appelée le site marketing puis Retail Explorer. Ouais. Commercialiser des données sur les prix des drives, les promos et déjà les stratégies commerciales des enseignes. Et c'est à l'issue de la revente de cette entreprise que j'ai fondé Madame Benchmark. Et je me suis vraiment spécialisée dans la partie qui me plaît le plus, à savoir le suivi de la communication des enseignes. Bon, je me suis arrêtée aux 100 premières enseignes en France, c'est très riche, il y a beaucoup à apprendre. C'est beaucoup de la promotion, parce que c'est beaucoup de campagnes qui disent chers clients, venez chez moi cette semaine, il y a des superbes remises, ou Ouais. venez sur mon site internet, acheter pour être livré chez vous en click and collect. Ouais. Et puis, il y a la montée en puissance au sein de toutes ces communications, des prises de parole RSE qui deviennent de plus en plus importantes, plus audacieuses, en lien avec des engagements RSE plus forts, tout en veillant à ne pas tomber dans le greenwashing. Donc voilà, Madame Benchmark a aujourd'hui 4 ans, avec une quarantaine de clients. La majorité, c'est des abonnés Ouais. à une newsletter quotidienne, puis accès à une base de données. Tous les jours, en fait, c'est une sélection des 3 campagnes qui comptent, des prises de parole dans l'alimentaire et non alimentaire qui doivent servir à rendre l'analyse plus rapide quand on est concurrent direct, à s'inspirer quand on est dans notre secteur. Voilà l'idée de cette veille qui est mutualisée et du coup d'accès assez facile pour les grandes enseignes et aussi les agences qui travaillent pour les grandes enseignes. Et puis, je fais des conférences. L'année dernière, c'était avec toi. Ouais, c'est intéressant que tu reviennes sur cette conférence qu'on a fait l'année dernière en mars dernier. Il y a un mot qui revient un peu dans toutes les bouches des enseignes en ce moment, c'est le local. Les enseignes ont redécouvert le local. Quel regard as-tu, toi, sur l'évolution de la communication en grande distribution ces 10 dernières années ? Alors, ces 10 dernières années, on assiste effectivement à la digitalisation en fait, de la communication. Même si quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, la communication des enseignes, donc source France Pub, ça reste de la promotion sur des supports encore traditionnels, puisque le premier support, ça reste le catalogue diffusé en boîte aux lettres, ça pèse encore 1,6 milliard. Ouais. Après, c'est la promo, donc très souvent en magasin, sur des PLV, des affiches, etc. Et puis le courrier adressé, quand on écrit à ses porteurs de cartes, adhérents au programme de feed. Et puis effectivement, le local, qui était peut-être un peu en désuétude, a repris vraiment est revenu sur le devant en fait de la scène. Ouais. D'abord, il y a la pandémie qui est passée par là, donc cette notion
de communication locale qui fait un lien avec cette envie d'acheter plus local, de connaître plus localement voilà, ses commerçants, ses producteurs, etc. Une notion d'efficacité aussi, c'est que bah, la communication nationale, c'est extrêmement bien hein, pour les attributs de la marque. Mm. Qui suis-je? Est-ce que je suis plutôt une enseigne dans le discount, dans la qualité, dans le bio, dans le conventionnel, etc. Euh, mais le local, ça va être vraiment la reconnaissance du magasin, là où il est implanté, au travers des choses très pragmatiques, savoir connaître les collaborateurs, connaître les fournisseurs, connaître l'accès, connaître voilà l'ouverture du magasin, etc. Donc ça peut être euh, extrêmement efficace et surtout, il y a eu le développement et la mise à disposition à la fois de médias qui permettent ça. Ouais. Alors, on peut toujours hein, faire un prospectus localisé au niveau d'un magasin, c'est ce qu'un Leclerc va faire quand il fait ses alliances locales. Mais il y a aussi historiquement tous les médias locaux, euh, presse locale, affichage local, radio locale, etc. Et puis, en termes de digitalisation, effectivement, la façon de travailler en fait les réseaux sociaux à un niveau local, ça peut être extrêmement puissant. Mm. Et puis aussi l'accompagnement, la surpression avec des displays, avec des supports qui permettent des géolocalisations. Et c'est surtout aussi le développement et la mise à disposition pour les magasins d'outils qui permettent de faciliter en fait la communication locale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des créations from scratch, voilà, on va être dans des cadres, des templates qui sont préexistants, des campagnes qui sont sur l'étagère, des choses assez simples qui vont permettre d'aller vite, d'être efficace, d'avoir des mesures et puis d'avoir toute une garantie qu'on peut exiger quand on fait de la communication sur des médias tiers, à savoir euh, du brand safety, de la garantie voilà, d'efficacité, de suivi, de contrôle, etc. Comment elles s'organisent justement les enseignes pour aider les magasins localement? Parce que, bon, il y a des enseignes qui sont plus agiles que d'autres, il y a des enseignes qui sont plus autonomes que d'autres. Comment elles se structurent en ce moment, de par ton expérience, de par tes contacts? Qu'est-ce que tu vois, toi, de nouveau, de mis en place? Ouais, c'est extrêmement varié. Il y a quand même le poids de la structure en fait de l'enseigne. Oui, Voilà, quand on a des sociétaires, des adhérents, qu'on est en coopérative, historiquement déjà on a toujours eu des magasins qui avaient cette liberté de communiquer localement. oui, Donc là, c'est plutôt des gens qui se sont professionnalisés entre un bon mix en gardant cette liberté de communiquer, de gérer son propre budget local, et puis utiliser au maximum des ressources, des savoir-faire, des formations, des outils qui viennent du central. Donc voilà, c'est le cas par exemple d'Intermarché qui serait un bon cas ouais, sur cet équilibre. Et puis effectivement, des enseignes plus centralisées qui ont lâché un petit peu du lest sur le local ouais, pour permettre notamment à ce que chacun des magasins, par exemple, ait une page Facebook hein, qui reste le réseau social où on fait le plus voilà, de communication commerciale, d'activité en fait des enseignes. ouais. Euh, donc ça, voilà, c'est ça qui évolue le plus. Ce qui passe par l'acceptation en fait, voilà, du fait que localement les gens soient compétents et suffisamment pertinents pour faire leur propre communication, mais aussi voilà, la possibilité de les faire monter en puissance en termes de formation pour qu'ils soient meilleurs au niveau local. Tu parlais un peu du papier au tout début. Tu disais que c'était encore un budget important pour les magasins. On voit, je pense que beaucoup de magasins vont arrêter le papier là d'ici quelques mois. Beaucoup se sont fixés, je pense, la rentrée pour arrêter le prospectus papier. Qu'est-ce que tu vois toi de nouveau au niveau de la digitalisation du prospectus? Alors, il y a clairement une accélération. D'abord, bon, les usages du numérique avec la pandémie ont eu un coup d'accélérateur. Hein. Quand il n'y avait plus de catalogue en boîte aux lettres, on pouvait quand même les trouver on trouvait les promos sur Internet. Euh, il y a le cadre de la loi climat et résilience, donc qui met en place un test pour mesurer en fait l'impact du catalogue boîte aux lettres, donc en termes d'efficacité, en termes économiques, parce que c'est un gros secteur économique hein, qui emploie des dizaines de milliers de personnes, donc ça a aussi un impact social. Et puis sur le gaspillage, donc avec ce test pendant 3 ans sur 15 métropoles qui va permettre de voir si
le passage au stop pub volontaire, au oui pub où là, c'est le contraire, c'est qu'on doit mettre sur sa boîte aux lettres si on Ouais. veut vraiment recevoir des imprimés sans adresse, a un impact et donc pouvoir prendre des décisions d'ici 3 ans. Alors c'est vrai qu'il y a des enseignes qui ont anticipé ça. En général, les enseignes qui ont anticipé et qui ont pris des décisions ou qui ont arrêté la diffusion, c'était soit par exemple Monoprix en 2019 qui a fait un grand coup d'éclat de com en disant j'arrête la diffusion des prospectus. Alors en réalité, ils en font toujours, ils font Ils une en font trentaine toujours. d'opérations. Les catalogues sont distribués en magasin. Ouais. Voilà, les catalogues sont diffusés en magasin, mais plus en boîte aux lettres. Et c'est une enseigne qu'on diffusait très peu, parce que plus on est enseigne de centre-ville, moins on en diffuse. Après, quand on dit, voilà, c'est justement quand on dit j'arrête la diffusion des catalogues à Lyon et à Paris, c'est pas le cœur du sujet. C'est peut-être 5% des volumes ou à peine quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment le sujet. Le sujet du catalogue, c'est arrêter un média de masse qui est reconnu euh, par les enseignes qui sont en train de digitaliser comme étant pour le moment le plus efficace et le meilleur au contact. Un média de masse donc qui est très efficace en dehors des villes, qui est très efficace sur des populations dans les zones rurales, qui sont voilà pas habitués aux outils numériques ou qui aiment encore le contact du papier. Ouais. Donc c'est un petit peu le sujet. Donc en fait, depuis 20 ans finalement, les premiers sites des enseignes, puis les premiers emails, bah, cette digitalisation des enseignes, elle est en évolution. Elle s'accélère parce qu'il y a vraiment des solutions aujourd'hui qui permettent de mieux dématérialiser la promotion, hein, des plateformes comme Bonial, Tiendeo, Mm. des solutions comme Armis, comme Budgetbox, etc. On va apporter la promotion davantage à des gens motivés, ciblés, avec beaucoup de mesures. Mais pour le moment, ça reste de l'accompagnement. Il faut savoir que sur les 100 premières enseignes que je suis, Mm. il y en a encore plus de 55% qui font des catalogues boîte aux lettres cette année. Et puis il y a dans ces enseignes des enseignes qui n'en faisaient jamais. Par exemple, le secteur de la beauté, moi je suis 4 enseignes, Sephora, Yves Rocher, Nocibé et Marionneau, ils font pas de catalogue d'ISA, mais ils font du courrier adressé. Donc ils sont en boîte aux lettres, mais différemment, plus, voilà, plus ciblés, avec une acceptation et une demande plus volontaire, puisque c'est pour les gens qui ont signé pour le programme de FID. Euh, et donc le sujet, c'est plus de travailler le complément numérique pour plus d'efficacité et de mesure du catalogue et cibler davantage le catalogue. Se préparer, on ne sait jamais, à un arrêt complet du catalogue. Donc ça, un jour, voilà, ceux qui ont anticipé davantage l'auront fait. Et puis, quand même, c'est plus facile d'arrêter le catalogue quand on est moins dépendant de la promo. Donc c'est sans doute plus facile pour un Leclerc, par exemple, et voilà, ou des magasins. On a beaucoup parlé de Leclerc Luçon, qui sont extrêmement déjà performants sur leur zone, Mm. que un Auchan où une partie de la population doit faire 20 kilomètres pour aller sur le parking, se garer et choisir de faire ses courses cette semaine. Donc c'est ça la difficulté. C'est pas voilà, c'est pas je décide d'arrêter et j'arrête. C'est que aujourd'hui la contribution du catalogue au chiffre d'affaires et à la marge globale d'une enseigne reste important et que donc il y a plus question d'arrêter brutalement. Il y a des enseignes qui ont fait des tests hein, cette dernière décennie, Mm. mais plutôt de digitaliser auprès des clients qui le veulent. Comme le dit Carrefour quand ils font des tests aujourd'hui, d'envoyer le catalogue en adressé à ceux qui veulent encore avoir le catalogue, de le maintenir en magasin parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent en magasin pour faire leurs courses ou préparer les courses de la semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est plutôt une palette de solutions qui accompagne voilà, le catalogue tant qu'il existe et qui reste aujourd'hui extrêmement efficace. Il y a un sujet autour du prospectus, c'est la data. Là, je fais référence beaucoup à Relevancy avec Casino Oui, ou Carrefour Links avec Carrefour. Est-ce que ces deux enseignes, finalement, elles sont pas un peu trop disruptives pour l'instant par rapport à la digitalisation du papier? c'est clair que des enseignes qui ont capitalisé plutôt sur les data clients, alors c'est pas qu'ils n'en avaient pas, ils en ont depuis 20 ans, mais Ouais. après avoir l'agilité et les talents pour vraiment en sortir des applications extrêmement concrètes et qui vont dans le sens des attentes clients, c'est autre chose.
Il y a aussi autre chose, c'est que dans ces data, il y a aussi la volonté de vendre de la data à des tiers, c'est-à-dire de donner accès finalement à des formes de panels propriétaires extrêmement puissants. Levency, on a quand même tous les clients de Cdiscount, Ouais. de Casino, de Monoprix, etc. Donc c'est une vision très détaillée de la consommation des Français sur plein de types de produits, de catégories, basés sur des tickets de caisse. Et donc ça a vraiment une valeur et ça leur permet effectivement auprès de leurs fournisseurs, de l'agroalimentaire, de l'entretien, du textile, etc., de pouvoir leur vendre des campagnes beaucoup plus précises que de dire voilà, je vous vends une UB en prospectus. Donc aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, les fournisseurs sont quand même assez fidèles et tout le temps le choix aux insertions dans les catalogues parce que c'est extrêmement puissant, mais ils ont bien sûr besoin pour le lancement d'innovations, pour cibler les parents avec bébés de tel âge, Ouais. etc., d'avoir d'autres solutions que le retail peut leur apporter, donc tout ce qui est retail média, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, encore une fois, c'est pas des choses qui remplacent l'existant, mais qui complètent de manière extrêmement pertinente pour pouvoir, voilà, ce que font en général les annonceurs, hein, Mm. conjuguer de manière très équilibrée et efficace quand même du mass média, hein, du prospectus, qui va donner donc quand même de l'attribution à la marque, des points d'image, etc., avec un renfort, une surpression sur des cibles voilà, qui sont plus petites mais qui ont de la valeur et pour les retailers et pour les marques. Il y a un parallèle direct avec la fin du papier, c'est la communication RSE. Même si dans le terme RSE, c'est quand même très vaste et très large, et tu vas pouvoir me donner ta définition de la RSE. Est-ce que c'est un axe de prise de parole important pour les enseignes aujourd'hui? Et si oui, comment? Oui, alors bon, le retail n'est pas voilà, nouveau sur la RSE, même si ça s'appelait pas comme ça. Ça fait plus Ouais. de 30 ans que les grandes enseignes ont pris des engagements. Ça peut être Leclerc avec la fin Ouais. du sac à usage unique en caisse, mais Monoprix depuis très longtemps voilà, a eu des gammes bio dans toutes ces catégories produits. Donc c'est ancien, mais on n'osait pas trop en parler parce qu'on savait que globalement sur le modèle supermarché, on n'est pas vertueux à tous les étages. Ce qui a accéléré les choses, c'est quand même le début de la pandémie, où les enseignes ont sans doute plus senti cette exigence du consommateur français ben voilà, à confier son budget course à des entreprises plus vertueuses. D'où l'augmentation voilà, de la visibilité et de la vente des produits locaux, le travail sur la réduction des déchets, du gaspillage, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont encadrées par les lois, hein, ils sont obligés de le faire, mais il y en a qui anticipent et du coup, ça compte. Et là, moi, ce que je me rends compte, en fait, depuis la pandémie, d'abord, les prises de parole sont beaucoup plus nombreuses. En 2020, c'était 15% des 700 benchmarks que j'avais fait pour mes clients. Ouais. Donc là, je vais calculer, je pense, pour 2021, ça va être plutôt proche des 20%. Il y a une volonté de communiquer, parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent que il faut désormais communiquer sur ses engagements, sinon on est un petit peu laissé sur le chemin Ouais. et voilà. Il faut communiquer de manière extrêmement sincère, sinon voilà, les consommateurs ne sont pas dupes d'une communication qui serait plutôt une communication pour nous faire venir en magasin plutôt que voilà, réelle et concrète Ouais. sur des choses qui sont faites et pas des ambitions voilà, sur les prochaines années. Et puis, clairement pour moi, on est rentré, alors je le sens à travers les études que me demandent les enseignes ou les prestataires de publicité, c'est la RSE est rentrée dans un champ concurrentiel. C'est-à-dire que voilà, on va évaluer le choix de l'endroit où on va faire les courses quand on a la liberté de le faire, au-delà des promos, de la proximité, du prix, de la promo, qui sont toujours les trois facteurs qui se conjuguent dans les top 3 raisons d'aller en magasin. Ouais. La dimension en fait RSE va jouer et du coup les enseignes regardent, voilà, ils regardent ce qu'ils font et ils regardent ce que les autres font pour savoir ils se font pas dépasser sur certains points sur lesquels les concurrents peuvent prendre de l'avance. Donc, on voit tout d'un coup des enseignes qui accélèrent énormément. Je pense à Ikea, Ouais. qui a une accélération absolument dingue. Alors, eux, ils ont deux axes, il y a la digitalisation et puis la RSE. Et puis, il y
y a, je pense, des enseignes comme Fnac, Darty, Ouais. qui ont anticipé tout ce qui est indice de réparabilité, le fléchage vers des produits plus durables, etc., qui était une façon peut-être de répondre à Amazon Ouais. avec une offre plus vertueuse. Et puis l'anticipation permet de communiquer sans que les concurrents communiquent en même temps, et donc d'émerger sur des points d'image RSE extrêmement valorisants. Ça devient vraiment, ça rentre dans le champ concurrentiel. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans la RSE? Quelles sont les grandes thématiques qu'on met dans la prise de parole RSE? Alors, la RSE, c'est très, très large. Alors, il y en a qui prennent les engagements de l'ONU et qui disent, ben voilà, sur quel sujet je peux travailler. Est-ce que je peux travailler sur la maîtrise de l'utilisation de l'eau? Oui, bah oui, si je vends des jeans, par exemple. Est-ce que je peux travailler sur le social? Ben oui, la grande distribution au niveau social, c'est important, à la fois ses propres employés et puis les employés des sous-traitants, que ce soit en France ou de manière très éloignée. Voilà, donc c'est tous ces sujets qui vont pouvoir être couverts par l'enseigne. Après, en général, ils font des choix, puisque au démarrage de la RSE, il y a quand même l'idée de faire des audits, d'utiliser des méthodes qui permettent de comprendre là où son métier a le plus d'impact en termes environnemental, sur l'impact sur la biodiversité, sur le social, sur le carbone, Mmh. pour pouvoir flécher ses ambitions, en fait. Et donc, dans la grande distribution, clairement, le sujet, alors, bien sûr, le transport, c'est important, bien sûr, les bâtiments, c'est important, mais en masse, en général, c'est à travers ce qu'on vend et donc les choix de ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète des produits au niveau local ou tout vient de Chine, avec le problème des transports, le problème de l'éthique, le problème des ressources rares, etc. Donc, en général, c'est autour de ça que devraient être concentrés les efforts des enseignes. Et même s'il y a plein d'autres choses, mais en général, voilà, c'est comme ça que chacun va définir sa responsabilité sociale et environnementale. Elle a une définition plus large, mais je pense qu'après, chaque métier doit l'adapter pour se dire, ben moi, je vais pouvoir faire des efforts dans ce domaine, Ouais. mettre des ressources, mettre des budgets, engager des transformations qui nécessitent beaucoup de travail et de ressources. Il faut que je les mette dans une trajectoire où je vais être le plus impactant possible. Voilà, et pas seulement où je vais pouvoir gagner des points d'image auprès de mes clients, parce qu'à un moment, ça finira par se voir. Ouais. C'est pas uniquement de l'image, il faut aussi de l'action, quoi. J'ai une dernière question que je pose maintenant traditionnellement à mes invités. Quelle personnalité aimerais-tu que j'invite dans un prochain podcast? Écoute, j'étais pas à New York, hein, à la Mmh. NRF, mais il paraît qu'il y a eu une super conférence justement du patron de Ikea, Ah, OK. et où le discours justement était vraiment sur toute la transformation RSE. Donc voilà, petite ambition pour toi, inviter le patron d'Ikea. En France peut-être, hein, mais bon, Je vais aller le chercher. j'aimerais beaucoup les entendre parler, parce que je trouve que voilà, ils ont une transformation qui est assez impressionnante. Ils ont un impact aussi qui est fort, notamment sur le bois. Mais voilà, en tout cas, on sent qu'ils ont ciblé les gros sujets euh, de l'impact de leur commerce. OK, je prends note. Merci Elisabeth, en tout cas pour ton éclairage. Merci Jonathan, c'était un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt. Merci, à très bientôt Elisabeth. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!